Bonjour, nous sommes Luc Daou et Luc Arbour. Nous animerons les entrevues présentées par l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. La CCQ est heureuse de mettre à la disposition des partis politiques québécois une tribune donnant l'opportunité de s'exprimer sur les enjeux de la souveraineté du peuple et du processus constituant. Nous aborderons les sujets que nous croyons impératifs pour la création et l'avènement d'une réelle démocratie. Nous sommes reconnaissants de votre présence pour répondre aux questions que nous avions transmises, dans le but de susciter une réflexion constructive sur ces enjeux primordiaux pour notre société. Par souci de neutralité et d'équité, les questions seront posées telles quelles, sans argumentation. Par contre, à la fin de la série, vous serez invité à d'autres formats de discussion autour des réponses obtenues des différents partis. Et maintenant, je cède la parole à Luc pour la suite. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous recevons Christine Dandonneau, chef intérimaire du Parti marxiste-léniniste du Québec, et Geneviève Royer, dirigeante. Tout d'abord, mesdames, bienvenue. Merci. Merci. Alors, en quelques minutes, veuillez nous présenter votre organisation et ses principales orientations. Le Parti marxiste-léniniste du Québec est un parti politique qui a été fondé en 1989. Ça fait quand même plusieurs années. Et le programme du parti, principalement, s'adresse à la question de qui décide dans la société. C'est-à-dire que le travail qu'on développe, c'est pour moderniser le processus électoral, pour investir le peuple du pouvoir souverain de décider de toutes les questions qui le concernent. Donc, au fil des ans, c'est cette discussion-là qu'on poursuit en participant aux élections, en organisant des forums de discussion sur des problèmes ou les préoccupations des gens, que ce soit en santé, en éducation, que ce soit au niveau de la guerre, au niveau de la paix. Et grosso modo, c'est ce travail-là qu'on poursuit ou auquel on se dédie. Geneviève, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose? On fait de ce travail-là à travers les pages de notre journal, de notre site Facebook, de notre site web, de nos pages Facebook, sur Instagram, pour que les gens participent à cette discussion-là et voient comment, ensemble, on peut résoudre les problèmes qui affectent la société du Québec et que la classe ouvrière se constitue elle-même en la nation et qu'elle soit investie du pouvoir souverain de décider toutes les affaires qui la concernent. Excellent, merci beaucoup. Alors, on y va directement aux questions. Et la première, non la moindre, quelle est votre définition de la démocratie? Tout d'abord, ce que je voudrais faire, c'est remercier la CCQ pour cette initiative de faire des entrevues sur la démocratie et la Constitution. Et pour le travail que vous faites avec ces entrevues-là, sur le travail que vous voulez poursuivre, pour que cette discussion-là se mène sur la place publique. On pense que c'est très important, c'est une très bonne initiative, on est très heureux d'y participer. Sur la question de la définition de la démocratie, tout d'abord, notre parti est pour l'abolition de la monarchie et pour établir une démocratie moderne. Une démocratie qui va investir lui-même le peuple du pouvoir de gouverner, de décider de toutes les questions qui le concernent, comme j'ai mentionné tantôt. Et ça implique la direction de l'économie. Et que ça soit fait et non les représentants des riches ou d'intérêts privés dans la société. La démocratie est en crise aujourd'hui. La Constitution est totalement désuète. Ça a d'ailleurs été exposé quand il y a eu d'abord le décès d'Élisabeth, la reine Élisabeth II, puis encore lors de la sermentation du roi Charles III. Personne n'a pu fermer les yeux sur le fait que le Canada est une monarchie constitutionnelle, que Trudeau a applaudi le nouveau monarque, son souverain, et que finalement, ce n'est pas du tout une simple question symbolique. C'est le peuple qui doit définir le peuple et non l'État.
cet État qui est établi par l'Empire britannique autrefois, qui est perpétué par ceux qui bénéficient des structures de pouvoir et de privilèges qu'il a établies. À l'automne dernier, on se rappelle le refus du Parti québécois de prêter allégeance à la monarchie britannique en même temps que prêter allégeance au peuple québécois a été appuyé par la vaste majorité de la population. Ça a été un pas en avant. En même temps, cette monarchie britannique est non seulement une relique archaïque, désuète, rétrograde d'une autre époque, mais elle est aussi l'expression concrète du fait que la souveraineté de la nation québécoise, des Premières Nations, du peuple canadien est niée par l'Acte d'Amérique du Nord britannique. Fait qu'on pense que c'est une question primordiale qui est en jeu dans la question de la démocratie aujourd'hui. Merci. C'est très complet. Selon vous, quelles sont les causes de la perte de confiance de la population face aux instances politiques? La cause principale, c'est que les gens ont l'expérience que tous les partis à l'Assemblée nationale défendent des mêmes arrangements qui les excluent du pouvoir de décider. C'est la première chose qui fait qu'on a perte de confiance parce qu'on n'a aucun mot à dire. Même si les partis ont des différences à l'Assemblée nationale, dans leurs programmes respectifs, ils sont unanimes dans la négation que le processus de prise de décision doit être renouvelé pour être entre les mains du peuple. Ce que je veux dire, c'est que ces partis-là refusent d'aborder cette nécessité-là aujourd'hui. Le droit de vote, jadis, a eu un rôle, avait une signification, avait une influence dans la vie politique. Mais aujourd'hui, le vote, il ne veut plus dire grand-chose. On nous demande de voter à tous les 4 ans pour choisir le moindre mal. On est considéré comme une masse votante. On est des spectateurs. Il faut choisir parmi un étalage de différents points de vue qui peut-être va nous rejoindre, mais on sait qu'en définitive, le programme qui est appliqué, c'est un programme, c'est l'offensive néolibérale. C'est un programme qui sert des intérêts privés et qui est au détriment du peuple. L'autre chose que j'ajouterais sur la question de la perte de confiance, c'est qu'en même temps, dans les institutions à l'heure actuelle qui adoptent des programmes qui sont anti-peuple, anti-économie, les partis à l'Assemblée nationale font partie de ce système-là. Christine l'a mentionné plus tôt, mais aussi c'est que tout un chacun clame qu'il représente le peuple québécois alors qu'on est témoin que l'absence des demandes du peuple et des travailleurs, l'absence de son point de vue à l'Assemblée nationale. Alors, il y a une perte de confiance parce que qui représente qui? Et l'autre élément, je parlais du droit de vote à tous les 4 ans, c'est qu'en définitive, tu remets ton vote dans les mains de quelqu'un d'autre qui a le pouvoir de décider et qui va adopter ou impliquer, excusez, je cherche mon mot, qui va appliquer un programme qui va contre les intérêts des gens. En général, c'est des programmes qui nous attaquent, qui nous affaiblissent. On peut le voir dans la santé, dans l'éducation, dans différents secteurs. Alors, cette question-là, que le vote ne veut plus dire grand-chose, est à l'ordre du jour, que la perte de confiance vient, entre autres, de ce problème-là, que les gens demandent plus aujourd'hui. On veut décider. On veut pouvoir s'assurer que le bien-être de tous soit défendu, ce qui n'est pas le cas. Excellent. Nous, dans les discussions les différentes discussions qu'on a sur une nouvelle constitution, il y a une question qui revient souvent, et c'est celle de l'imputabilité des politiciens, ou on pourrait dire l'absence d'imputabilité des politiciens élus par rapport à leur engagement électoraux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, d'abord, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question qui est nouvelle. Cette année, on fête le 32e anniversaire de la commission Spicer, qui est une commission où le peuple, à travers le pays, a été invité à se prononcer sur le processus électoral, sur le système parlementaire, sur ces institutions-là qu'on connaît. C'est un rapport qui a été présenté sous le gouvernement Mulroney en 1991. Par la suite, il y a eu une commission royale sur la réforme électorale, le financement des partis politiques. Et il y a eu des recommandations qui ont été aussi soumises en 1991. Les deux commissions
une des particularités, il y a différents éléments qui sont sortis, mais une des particularités, c'est le grand mécontentement de la population envers le système politique et le Parlement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle, c'est-à-dire que les gens qui sont élus n'ont pas aucune imputabilité, ils sont pas imputables, c'est-à-dire qu'ils sont là pour les 4 ans. Si on veut changer, il faut attendre 4 ans. Mais entre-temps, il n'y a pas de compte à rendre à personne. Les citoyens ont demandé qu'il soit mis fin à la concentration du pouvoir de décision entre des mains de quelques-uns. Il y a des gens qui ont aussi parlé en faveur d'une assemblée constituante à l'époque, qui permettait au peuple de rédiger, d'approuver sa propre constitution et sa propre loi électorale. Et plus récemment, au Québec, on ne peut pas l'oublier, il y a eu les révélations de la commission Gomery, avec le scandale des commandites, puis la commission Charbonneau. C'était aussi un reflet où ça a eu des conséquences dans la perte de confiance du système électoral parce que la corruption a sa place, l'imputabilité est prédominante et la crédibilité envers des institutions, elle est totalement remise en question. Il n'y en a plus. Les changements qui ont été proposés n'ont pas permis de résoudre ce problème-là parce que les changements proposés resserrent la vis de l'État sur les partis politiques. Et ceux-ci deviennent des institutions d'État, portant atteinte au droit d'association, au droit de conscience, le droit à un vote informé, le droit d'élire et d'être élu, et le droit de participer à la gouvernance. Alors, ce processus-là, qui est désuet, doit être modernisé, parce que les citoyens devraient pouvoir choisir leurs candidats, choisir les programmes, élire la meilleure personne en qui ils ont confiance, qui vont appliquer un programme qu'ils vont eux-mêmes décider. Ce n'est pas le cas en ce moment. C'est une présélection par les partis politiques de candidats. Donc, le droit d'élire et d'être élu n'est pas respecté. Et le financement au niveau électoral est remis dans les mains de partis politiques et non de financer le processus pour faire en sorte que 100% de la population bénéficie et puisse participer. Alors, il y a 2 volets. Il y a la question de la perte de confiance, la question de l'imputabilité, mais quel mécanisme on doit établir pour moderniser, changer ça. C'est à ça qu'on s'adresse. OK. C'est bon. Reconnaissez-vous l'influence des lobbies sur les politiques? Et là, j'ajouterais, si vous le reconnaissez, aussi peut-être le quantifier. Oh, grosse question. Les lobbies et les politiques. Premièrement, le fait d'avoir des lobbies, c'est un aveu que l'orientation de l'économie est entre les mains d'intérêts privés. C'est déjà une corruption à la base. Et au nom de la transparence, ces lois et règlements encadrent le lobbyisme qui rendent tout simplement légale la corruption. Aujourd'hui, on est témoin des instances supranationales qui décident des politiques que le gouvernement doit suivre pour payer les risques. Geneviève, tu veux mentionner quelque chose? Bien, en fait, c'est que ça signifie, comme Christine le mentionnait, la privatisation du domaine politique. Donc, c'est la prise en charge directe des fonctions du gouvernement et de l'État par des intérêts privés étroits. L'expérience récente, on voit depuis quelques mois, voire même des années, toute l'hystérie anti-Chine qui existe au Canada sous les prétendues ingérences chinoises et espionnage, etc. Alors que ce qui est caché, c'est comment le gouvernement canadien remet toutes les ressources militaires, les ressources naturelles, voire même les ressources économiques sont entièrement, pratiquement toutes intégrées à la machine de guerre américaine, à nourrir la machine de guerre américaine. La souveraineté du Canada est remise entre les mains des États-Unis et de l'OTAN, qui dicte même les dépenses militaires que le Canada doit faire. Donc, c'est des intérêts privés extrêmement puissants et extrêmement dangereux aussi pour la paix dans le monde et pour que qui nuisent au fait que le Canada et le Québec doivent être un facteur de paix. OK. La prochaine est un peu une suite de ça, puis je pense que Oui. vous l'avez déjà entamé. Que pensez-vous des influences des réseaux supragouvernementaux, qu'on appelle, donc l'ONU, l'OMS, l'UNESCO? Bien, on fait une différence parce que l'ONU a été fondée à San Francisco le 24 octobre 1945, si on se rappelle. C'était pour prévenir un autre conflit que la Deuxième Guerre mondiale, comme la Deuxième Guerre mondiale.
À sa création, il y avait 51 États. Aujourd'hui, il y en a 193. La difficulté aujourd'hui, c'est que ce n'est pas tous les principes que l'ONU a établis à l'époque pour la bonne situation, en faveur de la paix, et en faveur de la souveraineté des nations, des peuples et des nations. Aujourd'hui, on a affaire à beaucoup d'ingérences de puissances étrangères. Le Conseil de sécurité est soumis à l'intimidation, au chantage des grandes puissances, en particulier des États-Unis, et dans ce sens-là, ne défend pas le droit des peuples et des nations. Alors, on considère que l'ONU doit être réformée, doit être modernisée pour faire respecter ces principes-là. Des principes qui s'opposent à l'agression, à l'ingérence dans les affaires des États membres et les droits égaux de toutes les nations, grandes ou petites. Alors, c'est mis durement à l'épreuve aujourd'hui, comme on peut le voir avec la situation. Et évidemment, ça appelle à une réforme ou à une modernisation de l'ONU également. D'accord. Est-ce que vous avez des propositions pour diminuer l'impact des lobbies, qu'ils soient privés ou publics? Ce qu'on dit, c'est que pour mettre fin à la corruption, ça prend des mesures pour affirmer et non nier la liberté d'association, le droit de conscience, le droit à vote informé, le droit d'élire et d'être élu, et le droit de participer directement à la gouvernance. Il n'y a pas d'autre option. C'est-à-dire que c'est le chemin à suivre pour diminuer. Ce qu'il faut, c'est on se dirige sur Une des particularités du système politique actuel, c'est de maintenir les gens en marge de comment la société fonctionne, comment les décisions sont prises. Et on voit énormément de lobbies, énormément de corruption, énormément de décisions prises derrière des portes closes. Alors, ce qu'on veut encourager, ce qu'il faut défendre, c'est au contraire des mécanismes qui vont respecter le droit de tous à participer aux affaires politiques. Le droit d'élire, d'être élu, comme j'ai mentionné tantôt, le droit de conscience, d'association. D'accord, ça va, Geneviève, pas d'autre chose à... Non, c'est bien complet. Excellent, je continue. Est-ce que l'idée de comité de citoyens tirés au sort pourrait faire en sorte de diminuer les conflits d'intérêts? Bien, à prime abord, tout changement politique, du processus politique, d'une façon ou d'une autre, peut être très positif, dans le sens de donner une nouvelle expérience au peuple sur qu'est-ce qui existe ou comment exercer sa démocratie. Ça, c'est la première chose. Votre préoccupation de former des comités citoyens est très intéressante parce qu'il faut trouver d'autres mécanismes ou d'autres manières de faire aujourd'hui. On est rendu là. Des nouvelles formes qui vont changer la situation, la dynamique. Et ces réformes-là doivent habiliter le corps politique à participer à la vie politique. Comme j'ai expliqué tantôt, le mécanisme durant les élections ou à l'année longue, c'est qu'on est masse votante, on est spectateur, on est courtisé à choisir où ce qu'on va cocher pour le moindre mal. Alors évidemment, on veut sortir de ce cercle vicieux et faire en sorte que les gens puissent participer à la vie politique au pays. Puis la question d'avoir des comités de citoyens, effectivement, c'est un pas dans ce sens-là pour que la discussion soit publique. Comment ensemble on va le résoudre, ce problème-là? Puis, une des mesures à prendre aussi, c'est que, Christine l'a mentionné plus tôt, je vais me permettre un petit peu d'élaborer, c'est que l'État devrait financer le processus électoral à 100% et non les partis. 90% du financement des partis politiques vient de l'État, donc avec les fonds publics, alors que les partis politiques sont des instances privées qui œuvrent dans le domaine public, mais qui ne devraient être financées que par leurs membres, uniquement par leur membership. L'argent de l'État devrait donc financer, je fais du pouce sur ce que ma collègue a dit plus tôt, tout le type d'arrangement, d'assemblée, de faire connaître les candidats, de faire connaître les partis politiques à l'ensemble de la population. Et effectivement, là, on pourrait parler d'un vote éclairé et d'une participation beaucoup plus dynamique parce que tu as un contrôle direct sur la discussion qui se mène et qui va servir tes intérêts en tant que membre du collectif du peuple.
Là aussi, puis ça rejoint aussi, si je reviens plutôt à la question du manque de confiance envers les partis politiques, tu as la question que maintenant, le droit d'association, Christine a mentionné aussi, est attaqué dans le sens que tout parti politique doit donner le nom et les adresses de 100 de ses membres et tout contributeur voit son nom sur la page publique du DGEQ. Alors, où est le droit à la vie privée, la liberté d'association, quand on sait que les politiciens, les politiciens ouvriers, les petits partis politiques sont marginalisés de l'ensemble de la vie politique officielle, si je veux dire. On parle de l'Assemblée nationale. Fait que c'est aussi 26, hein, vous l'avez mentionné, 26 partis politiques. Donc, on parle d'une vingtaine de partis, sans compter les indépendants qui se présentent, de personnes qui ont d'autres, dans des alternatives, d'autres programmes à proposer. Et on estime que la population devrait en être informée de la même façon. De la même façon, toutes les autres de façon égale. OK. Parfait. Là, on change un petit peu de sujet. On va aller vers ce qu'on appelle la polarisation. Est-ce que vous considérez qu'il y a un problème de polarisation dans la société présentement? Il y a un problème de polarisation et de division. La division, c'est la base de l'acte d'union d'Amérique du Nord, qu'on appelle Constitution du Canada, pour laquelle on n'a jamais voté. Alors, on a introduit les divisions entre peuples fondateurs, autochtones, entre le Québec et le reste du Canada, entre les travailleurs, les immigrants, etc., etc., etc. Ces divisions ont pour but d'étouffer l'opinion publique, qui considère que tous ont des droits égaux et que ça doit être inscrit dans la Constitution d'un pays et dans ses arrangements, ce qui n'est pas le cas. Elle sert à maintenir le peuple hors du pouvoir. On revient toujours à cette question-là parce que c'est effectivement majeur. Alors qu'aujourd'hui, la solution est dans la création des nouvelles formes ou d'un nouveau contenu qui va habiliter les gens à exercer leur souveraineté et à gouverner. C'est la société avec l'ensemble de ses relations humaines qui est à la base de l'État, mais non l'inverse. La Constitution ne définit pas la démocratie et l'appareil d'État qu'elle met en place ne la définit pas non plus. Ce sont la société et ses relations qui le font. Changer ces relations de pouvoir est une partie intégrante de la réalisation du changement qui va avantager tout le monde. Un Québec moderne, une constitution moderne sont nécessaires pour mettre fin à la destruction nationale qui s'opère aujourd'hui par ceux qui soumettent le Québec et le Canada au pouvoir décisionnel, à une éducation d'empire d'une puissance étrangère avec des intérêts financiers, des oligopoles qu'elle sert, aux accords commerciaux supranationaux, comme on parlait tantôt, aux alliances militaires, aux guerres menées par les États-Unis. Le Québec a besoin d'indépendance à tous les niveaux pour que les Québécois puissent développer entre eux et avec l'ensemble de l'humanité et des autres pays des rapports sociaux modernes, des relations d'égal à égal centrées sur l'être humain. Excellent, merci. Selon vous, quels enjeux pourraient être retirés de la partisanerie? On entend ici la partisanerie politique, là. Oui, c'est ça. Dans le Larousse, on a jeté un coup d'œil. On est allé voir le Larousse pour voir c'est quoi la définition qu'il donne de la partisanerie. Et c'est très intéressant parce que c'est écrit au Québec, attitude d'une personne qui témoigne d'un attachement exclusif à un parti politique et d'un point de vue partial en sa faveur. Mais le fait c'est qu'être partisan ne veut pas nécessairement dire partisan pour un parti politique. Tu peux être partisan pour une cause, tu peux être partisan pour quelque chose en quoi toi tu considères que c'est important. Puis l'exemple qu'on voulait donner, c'est que on vient sortir de la pandémie. Les gouvernements, entre autres, dans la santé, ont procédé à beaucoup d'arrêtés ministériels qui s'adressaient aux infirmières, au personnel de la santé. Ça a eu un impact énorme avec la démission de milliers d'infirmières. Mais ce qui se produit, c'est quand arrive l'élection, eux ont eu des demandes, des réclamations, ils les ont encore d'ailleurs,
pour des changements parce que c'est les personnes les mieux placées pour mettre de l'avant qu'est-ce qui doit être fait en santé. Ces revendications-là sont niées. Elles n'existent pas. Et quand arrive l'élection, tu voudrais que ces préoccupations-là partisanes soient à l'ordre du jour, soient discutées dans une élection parce que tu vas choisir un gouvernement qui va être là pour X années, qui devrait tenir compte de ces réclamations-là. Mais le seul mécanisme qui existe, tu ne peux pas, en tant qu'organisation, prendre position pour des organisations qui ne sont pas des partis politiques. Tu ne peux pas faire entendre ton point de vue durant une élection. C'est les partis politiques qui ont la chasse gardée de toute la discussion durant une élection. Alors, ton recours, c'est de t'associer à un parti ou à un candidat. Et dans ce sens-là, nous, on a beaucoup de problèmes, autant, pas pour la partisanerie, tu peux être partisan, mais le fait que quand l'occasion de mettre les problèmes sur la place publique devrait être une élection, c'est pas permis. Alors, où est la partisanerie? Comment ça fonctionne? Ça devient très tordu, pernicieux. Alors, si on dit, la question, c'est comment retirer la partisanerie, il faut que ça soit examiné attentivement avec la loi électorale, comment elle est faite en ce moment. En fait, la question, c'est pas d'éliminer la partisanerie. Je pense qu'en quelque part, on reconnaît que, bon, on ne changera pas du jour au lendemain tout le système, peut-être, mais la partisanerie fait partie le système. C'est parti, on parle vraiment de partisanerie politique, dans le sens qu'à l'Assemblée nationale, ben, il n'y a que des partis, en fait. Il devrait y avoir que des députés, mais en fait, ces députés-là sont regroupés en partis. Et quand c'est le temps d'avoir des discussions, de prendre des décisions, les décisions sont prises par des partis plutôt que par des individus. C'est sous cet angle-là que la question, nous, je pense que ce qu'on la présentait, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait des enjeux, par exemple, qui devraient être retirés des débats partisans qui doivent être emmenés sur un autre endroit de discussion pour que ça soit discuté là où il n'y a pas de partisanerie politique fondamentalement? Bien, en fait, la principale, je vais la prendre un petit peu de l'autre côté, si vous me le permettez. La principale partisanerie, on l'a mentionné au tout début, qui unit tous les partis politiques, c'est de nier, de refuser de voir ou de nier la nécessité d'avoir des nouveaux arrangements politiques. C'est cette partisanerie-là, la défense à la vie, à la mort de l'institution de l'Assemblée nationale telle qu'on la connaît, héritée de l'Empire britannique. C'est cette partisanerie-là qui n'a plus sa place dans un Québec moderne. Par exemple, tantôt, on a mentionné l'exemple de qui décide des programmes de gouvernement. Alors, si c'est les libéraux, c'est leur programme. Si c'est le Parti québécois, c'est son programme. Mais qui devrait décider du programme? Qu'est-ce qu'on veut résoudre? C'est quoi nos besoins dans la prochaine période? Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est exclu. C'est pour ça qu'on parle de la nécessité de moderniser, elle est réelle. Parce que cette partisanerie-là, tu as une institution, l'Assemblée nationale, entre autres, institution dite démocratique, elle est désuète, elle est finie. Parce qu'elle ne permet pas de réaliser qu'est-ce que les gens demandent, les revendications des gens, comment résoudre des problèmes en santé, en éducation, que ce soit la pauvreté, etc. La discussion, elle vient avec des lois, avec des promesses, avec des discours. Mais la réalité, elle ne change pas. La situation fait juste s'empirer parce que des intérêts privés, finalement, qui jouent leur rôle dans toute cette discussion-là. Fait que la partisanerie, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais quand on parle que les citoyens doivent, eux, définir quel programme doit suivre, le gouvernement devrait avoir le mandat de trouver tes meilleurs candidats, tes meilleurs députés qui vont appliquer ce programme-là. Pas un programme qui vient d'un autre parti, qui va nous le présenter avec des fleurs bleues, puis finalement, on sait que la réalité n'est pas... déjà, les fleurs bleues, on n'y croit pas tellement, tu sais. Si je peux le dire. Ah, vous pouvez tout dire. Ici, je suis rendu à comment améliorer la transparence des gouvernements. On en a un petit peu parlé tantôt, là, mais... Oui, on en a un peu parlé tantôt. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Une chose qui est sûre, c'est plus les gouvernements parlent de transparence, pire la situation est. C'est un constat.
Au nom de la transparence, Élections Québec exige le nom des donateurs des partis, toute l'information à leur sujet afin de déterminer si c'est vraiment eux qui ont donné l'argent ou quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que c'est que cette transparence-là si ça va au détriment de ton droit d'association, qui est devenu une question d'État. Pourtant, ça devrait être une question de conscience individuelle. Au nom de la transparence, le gouvernement Legault avait pris la décision lors de son premier mandat. Il avait décidé de publier l'agenda de tous les ministres sur son site Web. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était au nom de la transparence. Mais ça ne dit absolument rien de ce qui se discute dans ces réunions-là, à part de savoir qu'il est allé rencontrer le président de, je ne sais pas moi, Hydro-Québec. Quelles décisions sont prises, dans l'intérêt de qui, comment ça fonctionne. Tu n'as pas de rapport de ça. Alors, la transparence est utilisée, comment je pourrais dire ça, donc, pour cacher qu'est-ce qui se passe réellement. C'est un terme. J'ajouterais aussi que, par exemple, transparence, le gouvernement Legault est assez transparent dans les négociations, ce qui est appelé négociation avec les travailleurs du secteur public, quand il dit que les syndicats devront faire preuve de souplesse. Alors, la transparence, elle est là, dans le sens qu'il y a des ententes secrètes, mais il est très transparent dans comment déjà il prépare le terrain pour attaquer à la rentrée tous les travailleurs du front public et du secteur public. Fait que la transparence, c'est aussi une forme de fraude parce que si tu n'as pas le contrôle sur la discussion, sur les décisions qui sont prises, là, il est transparent. On sait qu'on va se faire attaquer en tant que membre du secteur public. Peut-être qu'on peut se préparer, ce ne sera pas de nouveauté, mais la question, c'est qui décide. Ouais, par exemple, excusez-moi, juste l'autre chose aussi, parce que quand, par exemple, Legault ou ses ministres s'en vont, par exemple, à New York, vendre nos ressources naturelles au gouverneur de New York, ça peut être dans l'agenda, mais qui décide de la politique extérieure du Québec? Qui décide de l'extraction, de l'utilisation, de la transformation des ressources naturelles? C'est pas le peuple du Québec, donc on peut être, OK, il va là, mais on n'a pas de contrôle sur les décisions qu'ils prennent et comment le Trésor public québécois est utilisé, entre autres pour nourrir la machine de guerre américaine. OK. Excellent. Je vais enchaîner. Il y aurait tellement plein d'exemples à donner. Oui, j'en doute pas. C'est sûr que c'est ça, dans le fond, c'est une série de questions qui a émergé. Donc, en général, c'est sûr que tu as des consultations de nos membres. Donc, il y avait beaucoup plus de questions que ça. Alors, ça, c'est comme, il a fallu pas en mettre 50. Non, mais c'est correct. Il y a d'autres, évidemment. Il y a d'autres. On va tous passer à travers pour clairer, comme on dit. Il y a de la place pour beaucoup d'autres questions aussi. Oui. Donc, j'en suis à la 11e. En quoi les partis politiques sont-ils plus compétents que le peuple pour organiser sa destinée? Très bonne question. Le problème, c'est que la sagesse populaire dit le contraire. Le peuple a un mépris pour ces gros partis-là qui parlent en leur nom, mais agissent autrement, pour un autre ordre du jour. La vieille politique de promesses et de privilèges, c'est fini, ça ne tient plus, mais c'est ce qui se passe. Alors évidemment, qui est le plus compétent? Nous, on dit qu'en temps d'élection, vous savez comment ça fonctionne? C'est des grosses machines maintenant de relations publiques, le marketing, les groupes de réflexion, des grands monopoles qui donnent leur opinion, qui fixent l'ordre du jour, qui, avec les médias aussi, qui imposent les questions qui vont être menées durant les élections, etc. Fait que ce processus électoral, les médias, les corps politiques, ils jouent aucun rôle dans les décisions qui sont en jeu. Et qu'est-ce que le gouvernement ou qu'est-ce que les gouvernements devraient avoir comme responsabilité sociale envers tous? Ça, c'est pas à l'ordre du jour. Et nous, on a beaucoup réfléchi à cette question-là dans le cours de notre travail. Qu'est-ce que c'est un parti politique aujourd'hui? Qu'est-ce que ça devrait être? Le parti politique aujourd'hui, par rapport à tous les problèmes que vous soulevez ou qu'on soulève, de confiance envers les partis, envers le processus, la crédibilité en crise, etc.
Un parti politique moderne doit répondre aux exigences du 21e siècle. Alors que le peuple veut exercer sa souveraineté et pouvoir décider de toutes les questions qui le concernent. Et notre rôle en tant que parti, comment on se voit aujourd'hui, après on existe depuis 34 ans, on ne se considère pas plus compétent que le peuple. On est une force organisée, on travaille pour qu'on joue notre rôle. Une des choses, par exemple, je vais juste donner un exemple sur la question de la compétence. Geneviève parlait tantôt des travailleurs du secteur public. On parle de l'éducation, on parle de services sociaux. On peut parler d'exemples des travailleurs de la santé. Qui sont les plus aptes à proposer les solutions sur la crise dans la santé et dans l'éducation? Est-ce que c'est le gouvernement? Leur aptitude, elle est nulle parce qu'il y a un autre ordre du jour, parce qu'il y a des intérêts privés qui rentrent en jeu. Et pourtant, les travailleurs qui sont dans le milieu, qui vivent tous les jours les problèmes, puis on pourra en énumérer énormément, puis on sait c'est quoi les demandes. Par exemple, en éducation, c'est qu'on va avoir des investissements, on va avoir des professionnels, on va avoir des classes plus petites. C'est pas une affaire syndicale, c'est une demande objective. Ils sont les mieux placés pour dire comment ça devrait être résolu. La même chose en santé. Fait que nous, on veut servir d'habiliter les enseignants, les travailleurs à parler en leur nom, à faire connaître leurs demandes, à challenger pour qu'ils deviennent les décideurs, qui affirment leurs demandes. Fait que ça, c'est l'esprit du problème, comment il se pose aujourd'hui. Parce qu'ils ont une compétence. Je ne suis pas enseignante, moi. Je peux bien dire que je suis chef de parti. Je ne suis pas enseignante. Je vais aller voir les enseignants. Je vais dire, qu'est-ce que c'est les besoins? Comment on va le résoudre? Quels sont les problèmes? Comment la richesse de la société qu'on a, qui est très riche, c'est pas qu'on n'a pas d'argent, mais comment on peut servir à résoudre ces problèmes-là? Puis Geneviève, je suis sûre que tu as ajouté là-dessus. Non, c'est tout simplement que on parlait d'une définition, à notre avis, de 21e siècle, un parti politique moderne, c'est-à-dire qui dédie son organisation, son intervention dans les journaux, ses interventions publiques, à l'organisation que le peuple doit se donner, les différentes sections des travailleurs pour gagner leur pouvoir souverain, pour gagner leurs conditions de travail, pour gagner les conditions de travail qu'ils jugent acceptables parce que ça va bénéficier à tout l'ensemble de la société. Et c'est le rôle, à notre avis, que joue un parti politique moderne et que quand ces partis-là jouent, les gens vont s'associer à un parti politique qui les aide à résoudre les problèmes auxquels ils font face, qui sont les problèmes de la société. Il n'y en aura plus de problème de confiance envers les institutions politiques à ce moment-là. Toute force doit se renouveler maintenant. Merci. Quelle solution, dans le fond, c'est tout un retour sur l'ensemble, quelle solution vous proposez pour une gouvernance juste et démocratique? Bien, c'est sûr qu'on s'adresse toujours au problème du processus électoral ou du processus qui va permettre d'habiliter les gens de décider. On a élaboré tantôt sur qui devrait choisir les candidats dans une élection, qui devrait décider du programme que le gouvernement doit suivre pour la prochaine période. Alors, c'est une gouvernance juste et équitable, elle doit venir d'une discussion dans la population impliquée pour élaborer quels besoins on veut résoudre dans telle ou telle période. Fait que dans ce sens-là, ça prend des mécanismes modernes, que les électeurs choisissent leurs candidats. Il peut y avoir des candidats de partis politiques, il n'y a aucun problème. Mais qui va définir le programme? Ça ne peut pas être un pré-choix d'un parti politique. Aujourd'hui, on sait que c'est désuet, ça ne fonctionne pas. Alors, le programme doit être défini par les gens, que ce soit en santé, en éducation, ou que ce soit les étudiants. Qu'est-ce qui va permettre d'avoir une éducation moderne aujourd'hui? Ça prend quelles conditions? Si tu ne pars pas de ça, tu vas dire, il y a trop de fonds dans tel domaine, on va couper, on va le donner là, etc. Ça devient une absurdité. Et puis, juste pour élaborer un point que tu as soulevé, la question de la sélection des candidats, elle devrait se faire là où les gens vivent, là où les gens travaillent. Et Christine l'a bien dit, un parti politique peut bien présenter ses candidats, mais c'est l'Assemblée de citoyens qui devrait décider quels noms vont être mis sur le bulletin de vote.
par exemple, de type de changement qui amène une participation beaucoup plus active, beaucoup plus dynamique sur quelle sorte de programme on veut se doter, dans telle circonscription, dans telle région du Québec, quel problème on veut résoudre et quelle est la meilleure personne pour le faire, qu'elle appartienne à un parti politique ou pas. Fait que juste pour clore ce point-là, aujourd'hui, comment ça se pose? C'est pas qu'on a un programme un jour magnifique qui va arriver, mais les actions, par exemple, que vous prenez en ce moment, d'avoir cette discussion-là, de la mettre sur la place publique, c'est un pas en avant dans cette direction-là. Parce que les gens doivent, pour impliquer les gens dans la discussion du problème qu'on confronte tous aujourd'hui. On n'a pas de pouvoir. Nous, on organise des Zooms sur différents sujets, que ce soit ce qui se passe dans les mines, que ce soit ce qui se passe dans la santé, parce que tu as un mur de silence sur les conditions réelles. Tu as une propagande qui, comme je disais tantôt, c'est toujours le syndicat qui est blâmé pour tout. Mais c'est quoi la réalité de ce que les gens vivent? Quelles sont les demandes, la question de la sécurité, de la santé au travail? Je ne sais pas faire connaître ces préoccupations-là, qui sont les préoccupations que tout le monde a. Fait que ça, c'est un pas en avant dans cette direction-là. C'est très positif. OK, parfait. Si je comprends bien, j'aimerais juste pour résumer par rapport à la dernière question, c'est que ce que je comprends quand vous parlez de programme, c'est présentement, dans le fond, les partis montent leur programme, chacun de leur bord, puis la population, ben, on doit choisir un parti qui va donc appliquer son programme ou tenter, ou en tout cas, quelque part. Ce que je comprends, c'est que ce serait plus pour favoriser une approche où, dans le fond, au lieu de voter pour un parti qui vient avec tout inclus avec son programme, de voter sur les programmes. Donc, les élections devraient être plus sur des points, des décisions. Puis ensuite, les élus appliquent le programme qui a été choisi par les gens. Est-ce que j'ai compris un peu? C'est davantage au niveau de la sélection même de la personne que tu veux qui te représente. Hein? C'est aussi une nouvelle définition ou un renouvellement de ça veut dire quoi un représentant. C'est-à-dire que lors de période électorale, quiconque veut se présenter pour contribuer à résoudre les problèmes peut le faire. Et ceux qui seront choisis dans la circonscription, ils vont encore par circonscription puisque c'est la réalité qui existe, sont choisis par les différentes assemblées de citoyens de la circonscription. Donc, okay. le nom... C'est vraiment plus, avoir sortir le choix, que le choix des candidats soit en dehors des partis, autrement dit, ou pas complètement limité aux partis. Les candidats, à ce moment-là, vont être choisis selon leurs valeurs, selon les valeurs qu'ils veulent défendre, selon le programme qu'ils présentent, et non pas sur la base de l'appartenance à un parti politique, qui est un poids énorme à l'heure actuelle sur la discussion politique. Quand, par exemple, tu sais que tu peux choisir la personne avec qui tu te bats chaque jour en éducation, elle dit, moi, je relève le défi, je veux me présenter aux élections, il faut résoudre la crise en éducation, on a des demandes, je me base là-dessus, mais pourquoi son nom ne serait pas à défendre son programme? Je suis sûre que toutes les familles diraient c'est toi qu'on veut. Alors, à ce moment-là, son nom pourra apparaître sur la liste électorale. C'est les assemblées qui déterminent quels noms vont apparaître sur le bulletin de vote. Ça serait déjà une alternative. Préliminaire pour choisir les candidats. Et les fonds d'élection Québec devraient servir à toute cette organisation-là que ça va demander, des assemblées massives, faire connaître. Ça va être très excitant, ça serait très excitant, mais c'est un élément déposé à discussion de dire voici ce que ça pourrait être un processus électoral renouvelé. OK, c'est plus clair pour moi, merci. Parce que l'autre chose, vous avez mentionné tantôt le fait que des partis politiques arrivent avec leur programme, mais on sait très bien que le programme, il change. Le programme, il y a des arrangements secrets. Il y a, finalement, on ne peut pas. Par exemple, prenez toute la discussion qu'il y a eu sur la réforme du mode de scrutin, la proportionnelle. Au fédéral, ils l'ont présenté, blablabla, ils l'ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'on ne voulait pas avoir les extrêmes, il faut qu'on ait le juste milieu. Au provincial, M. Legault l'a présenté, il y a eu une alliance, etc. Les élections sont arrivées, puis ça tombe à l'eau. Parce que... En fait, ça nous amène à l'imputabilité. C'est qu'il y a des programmes, mais il n'y a aucune responsabilité ou engagement des partis de le respecter une fois en ligne. Donc... Puis nous-mêmes, on estime que explorer dans ce sens de choisir les candidats, etc.,
pour que les gens affirment leur pouvoir souverain. Ça va aider tous les candidats de tous les partis politiques. Parce que de plus en plus, c'est l'exécutif des partis politiques qui décide des orientations, voire même qui décide des candidats. À chaque élection, il y a même des assemblées de partis, de circonscriptions qui choisissent un candidat qui peut se faire tasser. C'est même plus les membres des circonscriptions de ces partis-là qui décident. De plus en plus, le pouvoir remonte les mains des comités exécutifs des partis et même chose au niveau du gouvernement. Fait que ce besoin-là de parler en son propre nom, de renouveler la démocratie, elle va servir tous les candidats de tous les partis politiques au Québec, même ceux qui sont élus à l'Assemblée nationale. Parfait. Donc, on est rendu à notre dernière question, qui est la question aussi qui est importante pour nous à la CCQ. Quelle est votre opinion sur, dans le fond, notre mission, c'est de mettre en place une assemblée constituante citoyenne non partisane. Donc, quelle est votre opinion sur cette proposition-là? Notre parti accorde une attention très particulière à la nécessité de renoncer à l'ordre constitutionnel aujourd'hui et d'élire une assemblée constituante sur une base démocratique et qui crée une structure où tous les citoyens sont égaux et qui peut confier la souveraineté au peuple sur une base moderne. Fait que c'est une occasion en ce moment d'établir une assemblée constituante qui va rédiger une constitution nouvelle, remplacer celle qui a servi à fonder le Canada, qui est désuète, qui était dans les conditions de 1867 et qui a été la base pour une constitution qui n'a pas reconnu la nation du Québec ni les Premières Nations. La constitution est établie sur la base de la négation de la nation du Québec et des Premières Nations. Il y a eu la prétention de la modernisation en 82. Il y a eu la Charte des droits et libertés qui a été ajoutée. Mais ça rappelle toujours qu'il y a un pouvoir supérieur au peuple qui définit les limites auxquelles on peut exercer nos droits. Alors, ces limites-là profitent à des intérêts privés. Et dans ce sens-là, on est d'accord. On appuie toute cette modernisation-là d'une constituante moderne, d'une assemblée constituante citoyenne. L'Assemblée devrait être chargée de rédiger une constitution qui est moderne puis qui va protéger les droits de tous, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Parce qu'il y a des différents niveaux de droits. Si vous regardez dans la Constitution, en tout cas, ça, tout le monde a passé à travers, mais on veut que le Canada, on veut une Constitution qui va déclarer que le Québec est une zone de paix, qu'on ne participe pas dans les guerres d'agression à l'étranger. Il y a différentes choses très positives. Si la place est ouverte pour avoir une Constitution moderne dans les temps d'aujourd'hui, fait que c'est positif. Parfait. Ça ouvre plein de possibilités. Oui. Est-ce que Geneviève, tu as quelque chose à rajouter? Non. Tout est beau. Oh oui. Alors, je vous remercie énormément de votre participation et de votre coopération à cet exercice, en espérant d'avoir d'autres discussions dans le futur avec sous d'autres formats, peut-être plus interactifs. Alors, je vous souhaite de bien vous porter et je vous souhaite bonne chance dans vos projets politiques. Merci et au plaisir de se revoir. Merci, bon travail à vous aussi. Oui.